Le vide spatial. L'espace où gravite notre planète depuis des milliards d'années. Ici, aucun bruit, aucun souffle, un univers immaculé. Jusqu'à ce que l'homme arrive, le colonise et y laisse ses déchets. Après avoir pollué la Terre et les océans, nous avons abandonné dans le ciel nos poubelles. Nous ne les voyons pas, nous sommes à peine conscients du danger. Mais plus de 150 millions de débris, des morceaux de ferraille, de vieux engins, tournent au-dessus de nos têtes à une vitesse astronomique. Les débris spatiaux sont dangereux parce qu'ils vont très vite. Ils vont à 7 km par seconde. Incontrôlables, ils peuvent entrer en collision entre eux, détruire des satellites ou retomber sur Terre. Impossible de savoir où et quand. Une menace pour les hommes et pour le monde tel que nous le connaissons. Aujourd'hui, il n'y a pas un geste quotidien qui ne dépend pas du spatial. C'est le GPS dans votre voiture, c'est la météo que vous prenez le matin. Sans satellite, plus d'observation de la planète. Impossible d'alerter la population en cas de cyclone ou de tsunami. Le trafic aérien et maritime serait perturbé. Même les transactions financières seraient interrompues. La société reculerait de 50 ans. Alors, partout dans le monde, des scientifiques travaillent et cherchent des solutions pour nettoyer le ciel. On veut utiliser des lasers qui pourraient déplacer les débris spatiaux depuis le sol. Dépolluer l'espace est l'un des plus grands enjeux technologiques de notre siècle. Une course contre la montre. « 15 novembre 2021, 4 heures du matin. À 400 km au-dessus de la Terre, l'ISS, la Station spatiale internationale, file à plus de 25 000 km à l'heure. À son bord, tout est calme. Les 7 astronautes de l'équipage dorment. Jusqu'à ce qu'un message les réveille. Station, Houston on Space to Ground. We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. On doit se préparer à une procédure d'urgence. Un nuage de débris arrive 100 km au-dessus de nous et on se dirige droit dedans. À ce moment-là, on n'a pas le temps de faire une manœuvre d'évitement. Les débris sont beaucoup trop nombreux. Donc voilà, c'était un début un peu particulier pour ma toute première semaine dans l'espace, sur l'ISS. L'astronaute allemand ne le sait pas encore, mais ce jour-là, la Russie vient de procéder à un tir de démonstration militaire en détruisant un de ses anciens satellites en orbite. L'explosion a créé des milliers de débris qui se dirigent vers l'ISS à plus de 7 km par seconde. L'équipage doit se réfugier dans les modules de secours, amarrés à la station. Au moindre impact, c'est un retour sur Terre en urgence. Il faut voir les débris spatiaux comme des balles de fusil 10 à 20 fois plus rapides qu'une balle de fusil de chasse. Imaginez un objet gros comme mon pouce qui voyage à 5 km par seconde. Il y a une seconde, il est à 5 km, je ne le vois pas. Il y a un dixième de seconde, il est à 500 mètres, je ne le vois toujours pas. Puis au moment où il arrive, c'est trop tard, je ne peux rien faire.
Ok, on était un peu tendus dans la capsule, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Il ne nous restait plus qu'à attendre. Endurance Houston, on Space to Ground 1, we are entering the 5-minute time of concern. If Dragon takes a hit, we will get you back on station. Donc on s'est dit, ok, ça ressemble un peu à Gravity. Et au début du film, ça se passe pas très bien. Alors on a croisé nos doigts, espérant que ce serait pas la fin de l'aventure pour la station et que ce n'était pas non plus la fin de nos vies. L'ISS passe finalement à travers le nuage de fragments sans être touché. Depuis, ces milliers de débris restés en orbite obligent la station à manœuvrer très régulièrement. On estime que la probabilité de perdre la Station spatiale internationale sur une période de 10 ans, à cause d'un débris, c'est de 1 sur 8. Le risque est à la limite de l'acceptable aujourd'hui pour les vols habités. Qui aurait un jour imaginé que le danger venant du ciel ne serait ni une météorite, ni une vie extraterrestre, mais nos propres déchets? Aujourd'hui, la banlieue de la planète est jonchée de milliers de morceaux de fusées, des satellites cassés, des carcasses de métal. Dans ce nouveau Far West, chacun peut envoyer et laisser ce qu'il veut. Aucune loi internationale ne sanctionne les pollueurs de l'espace. Ce que vous voyez là est une représentation des objets spatiaux. La densité de population est réelle, mais nous avons été obligés d'augmenter la taille des objets par rapport à la Terre pour qu'on puisse les voir. Aux côtés de ces gros objets, 150 millions de fragments, des éclats de métal, de peinture, de verre, entourent la planète. Il y a deux régions différentes qui concentrent la plupart des objets. L'orbite basse, c'est cette coquille autour de la Terre qui va jusqu'à 2000 km, que nous utilisons pour nos satellites scientifiques et commerciaux. L'autre est cet anneau juste au-dessus de l'équateur, à 36 000 km, où sont les satellites de retransmission pour la télévision et ceux qui recueillent les données météo. Au milieu de cette mer de déchets, naviguent des satellites sans aucune protection, face à des débris filant à plus de 25 000 km/h. On a généré tout ça en très peu de temps comparé à l'histoire, en seulement quelques décennies à peine, et ça s'accélère. Chacun de nos lancements crée de nouveaux débris. Pour mettre un objet en orbite, une fusée appelée lanceur le propulse au-delà de l'atmosphère et le libère à l'altitude voulue. Les étages de la fusée sont ensuite abandonnés à la dérive. Le problème, c'est qu'une fois dans l'espace, ces débris y restent pour très longtemps. Christophe Bonal est le spécialiste mondial des débris spatiaux. Cet ingénieur de l'Agence spatiale française travaille sur la question depuis près de 40 ans. Un point qui est très important, c'est de comprendre que tout ce qu'on a envoyé là-haut finira par retomber à un moment ou à un autre. Alors ça peut prendre du temps. Par exemple, à 800 km d'altitude, un objet mettra 200 ans à retomber. À 1000 km d'altitude, il mettra 1000 ans. À 1200, il mettra 2000 ans. Des vestiges accumulés dans le ciel, laissés à une époque où l'espace semblait être infiniment grand et infiniment vide. L'histoire des débris se confond entièrement avec l'histoire du spatial. Tout commence le 4 octobre 1957 avec le lancement de Spoutnik.
qui est un satellite qui faisait une cinquantaine de centimètres de diamètre, 84 kilos, avec 4 antennes. Et dedans, il y avait des batteries de voiture, ce qui lui permettait de faire bip-bip. Après 21 jours de vie, les batteries tombent en panne et Spoutnik devient le premier débris de l'histoire du spatial. Comme la fusée qui l'a transporté et sa coiffe. Au fur et à mesure qu'on découvrait ce qu'on était capable de faire avec le spatial, on lançait de plus en plus. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, vehicles armed, 3, 2, 1, fire. On a toujours laissé tout là-haut, sans s'en préoccuper. L'homme rêvait d'explorer de nouveaux horizons. Comme souvent, il a laissé derrière lui ses traces, déposant parfois par mégarde des objets insolites. Sonny, your camera is behind you. I hope it's tethered. It's not. It came off of the bracket. Okay, we see that. L'exemple le pire, c'est une astronaute qui avait son sac à outils accroché à la ceinture, et donc elle prend le pistolet à graisse, elle graisse, etc., elle le remet, et le sac était mal accroché et est parti. Et donc elle a cherché à le rattraper. Oh, great. We have a lost spool. Yeah, we see it. Ces objets peuvent sembler anodins, mais dérivant dans l'espace, ils deviennent dangereux et doivent être surveillés en permanence. Aux États-Unis, l'armée américaine est la première à répertorier tous les débris de plus de 10 cm dans le ciel. Pendant longtemps, elle ne les considérait pas comme une réelle menace et gardait les informations pour elle. Jusqu'à ce que 2 événements secouent le monde. En 2007, la Chine, qui veut montrer sa puissance de feu, détruit volontairement un de ses vieux satellites en orbite. Et génère ainsi 3500 nouveaux fragments en une fraction de seconde. Deux ans plus tard, cet homme assiste en direct à un événement historique. La destruction d'un de ses satellites opérationnels par un débris. C'était une journée comme une autre. On s'occupait de tâches habituelles, de la sécurité du réseau, et ici, dans cette pièce, on a soudainement perdu le contact avec un de nos satellites. On a tout de suite compris que quelque chose de grave s'était passé. À 800 km d'altitude, un satellite en activité, Iridium 33, rentre en collision avec un satellite soviétique hors circuit, Cosmos 2251. Cette collision accidentelle et le tir anti-satellite sont d'une telle violence qu'à eux seuls, ils multiplient par 2 le nombre de gros débris dans l'espace. C'est arrivé, c'est tout. À l'époque, on n'aurait rien pu faire pour empêcher ça. J'aurais aimé que ça se passe différemment. Ça a été un tournant dans l'histoire. À partir de là, l'industrie en général s'est rendue compte qu'il fallait commencer à avoir une approche plus durable de l'exploitation spatiale. Le monde entier comprend que ces débris peuvent détruire des satellites civils et militaires. Pour prévenir une nouvelle catastrophe, le gouvernement américain décide alors de partager ces données. La surveillance de l'espace devient une priorité. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés privées développent une technologie pour pister les débris spatiaux.
Au milieu de l'océan Atlantique, au sud de l'archipel des Açores, la petite île de Santa Maria. Sur ce bout de terre, loin de tout, se trouve une impressionnante structure. Un des radars les plus performants au monde. Il scanne le ciel et détecte tout objet artificiel jusqu'à 2000 km d'altitude. Il est caché comme un petit diamant. C'est intéressant de voir cette simplicité et cette élégance à la Léonard de Vinci. C'est super. Darren McKnight, ingénieur américain spécialiste de la surveillance de l'espace, a fait le voyage depuis les États-Unis. Il travaille pour la société privée qui a élaboré ce radar. Imaginez, là, il y a des milliers de débris spatiaux au-dessus de nous en ce moment, qui sont repérés par ce radar. Ces radars sont capables de mesurer la position de plusieurs débris à la fois. En fait, ils peuvent détecter 1000 objets par heure. Des objets aussi petits que 2 cm. Ce radar vient s'ajouter à 6 autres sur la planète. Un vaste réseau qui permet d'établir un nouveau catalogue de 200 000 objets dans le ciel. Sur un simple écran d'ordinateur, ce que l'on ne voit pas depuis le sol prend soudainement forme. On peut sélectionner le type d'objet. Ce que vous voyez là, ce sont juste les étages de fusée. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a des milliers. C'est important de le savoir parce que ce sont eux les gros objets dangereux. Dans ce balai incessant, des étages de fusée et des débris croisent en permanence 7000 satellites opérationnels, ici en vert. Une carte en temps réel qui permet de traquer et suivre chaque objet référencé au catalogue et son pays d'origine. Avec ces données, il est possible d'identifier la zone la plus encombrée de l'espace, à 900 km d'altitude. Il y a une zone en particulier où il y a de très gros objets. Des étages de fusée soviétiques de 9 tonnes qui croisent des satellites de 3 tonnes. Et ils risquent d'entrer en collision entre eux, mais aussi avec les débris du test anti-satellite chinois. Et en plus, dans cette zone, il y a des satellites que les Américains ont abandonnés. Dans cette région ultra saturée, 18 étages de fusées soviétiques, les SL-16, se croisent plusieurs fois par an, à seulement 5 km de distance. C'est difficile à imaginer, mais ces SL-16 font 11 mètres de long, 4 mètres de diamètre et pèsent 9 tonnes. C'est comme des gros autobus, mais sans frein ni conducteur. Si 2 de ces débris se percutaient, ça créerait environ 15 000 nouveaux gros fragments. Ça doublerait en un seul événement le nombre de débris après 60 ans d'exploitation spatiale. 5 km de distance à 25 000 km par heure, on est à ça d'une collision. Ce que redoute l'ensemble du monde spatial, c'est une réaction en chaîne appelée le syndrome de Kessler. Chaque accident en orbite crée de nouveaux débris. Ces débris vont à leur tour créer de nouvelles collisions. Une prolifération exponentielle d'objets dans le ciel qui rendrait impossible toute future exploitation de l'espace proche. Pour éviter ce scénario catastrophe, une seule solution: empêcher les collisions à tout prix. Au sein des agences spatiales est apparu un nouveau métier, aiguilleur de l'espace. En la matière, la France est pionnière. Dans ce secteur ultra sécurisé du CNES,
se trouve l'un des centres les plus importants de surveillance de l'espace. Une quinzaine de personnes gèrent 24 heures sur 24 les risques de collision en orbite. Donc ici, on voit l'ensemble de la flotte de satellites qui est protégée, c'est-à-dire à peu près 300 satellites. Donc on protège les satellites européens, mais on surveille quand même l'ensemble des objets qui sont dans l'espace. Leur mission consiste à évaluer ce qu'ils appellent dans leur jargon des conjonctions, les probabilités d'impact entre deux objets. Ah ouais, donc après-demain à 16h50, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une conjonction avec Globalstar et un débris SL8. Donc là, pour le moment, la probabilité de collision, c'est 1 chance sur 100 et un passage à 192 mètres. Donc là, il va falloir manœuvrer. On est largement au-dessus du seuil. Il va falloir qu'on prenne contact avec l'opérateur. Là. On détermine les probabilités de collision et en fonction de ces critères, on alerte l'opérateur et ensuite on décide avec l'opérateur s'il faut faire une manœuvre ou pas et c'est l'opérateur in fine qui fera la manœuvre. Ils reçoivent chaque jour 7000 alertes. L'année dernière, cela a conduit à 20 manœuvres. Si les opérateurs n'avaient pas fait ces 20 manœuvres d'évitement, on aurait eu potentiellement 20 collisions supplémentaires cette année. Il y a quelques années, l'équipe ne procédait qu'à une seule manœuvre par an. On voit qu'on change d'échelle. On assiste à une démocratisation de l'accès à l'espace avec une baisse des coûts. On a l'arrivée des méga-constellations. On parle, par exemple, pour la constellation Starlink, de 40 000 satellites. Il y a des constellations chinoises qui sont en préparation. Il y a d'autres constellations américaines. Il y a une constellation européenne. Donc, il est possible que dans les 10 ans qui viennent, on voit arriver une flotte de 80 à 100 000 satellites. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre d'accord avec beaucoup plus d'acteurs pour faire en sorte que tout le monde puisse voler dans cet espace qui, jusqu'à maintenant, n'est pas régulé. Ces méga-constellations parties à la conquête de l'espace offrent toutes le même service. Internet accessible pour tous, partout sur la planète. Avec ces nouveaux acteurs, le trafic en orbite va se densifier, les risques de collision augmenter. Sans compter que lorsque deux débris menacent de se percuter, aucune technologie ne permet aujourd'hui d'éviter la catastrophe. Alors, des scientifiques cherchent des solutions. Au large des côtes africaines, l'île de Tenerife est un sanctuaire international du ciel étoilé. Un des plus grands sites d'observation au monde. Sur cette terre volcanique au-dessus des nuages, se trouve l'observatoire du Teide. J'ai hâte de faire les premières mesures de satellite. Oui, ça devrait être bien ce soir. Depuis quelques années, une poignée d'experts travaille sur un projet hors norme. Un laser qui pourrait un jour déplacer des débris dans le ciel. Je pense qu'on est bon là. On commence le tracking? S'il te plaît. Ok, on y va. Pour l'instant, le laser traque de jour comme de nuit des satellites jusqu'à 36 000 km d'altitude et mesure leur position au millimètre près. On a une fenêtre de 10 minutes. Ok, le satellite passe maintenant. Ça y est, les premiers photons sont réfléchis par le satellite. Fantastique. Les retours sont très forts. Super. Cette technologie pourrait permettre de localiser des débris, voire de modifier leur trajectoire afin d'éviter des collisions. À l'ESA, on est en train d'explorer la possibilité de bouger des débris spatiaux à partir du sol, grâce à la lumière du laser. Pour l'instant, on fait des manœuvres d'évitement, en déplaçant les satellites. Mais c'est extrêmement coûteux, car pour déplacer un engin dans l'espace, il faut utiliser beaucoup de carburant. Ça réduit la durée de vie du satellite. On pense que le laser pourrait être une solution, moins chère, plus viable.
En déplaçant de quelques centimètres seulement un objet en orbite, on dévie de plusieurs kilomètres sa trajectoire. C'est ce qu'on appelle le transfert d'énergie. On pourrait croire que c'est un film de science-fiction, qu'un laser puissant va détruire des objets dans l'espace. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on va faire, c'est une approche extrêmement délicate. Il faut savoir que la lumière transporte de l'énergie et ça peut impacter un objet. En envoyant plein de fois par seconde cette énergie, on peut déplacer très légèrement un débris et éviter la collision à venir. Le projet en est au stade expérimental. Il ne verra pas le jour avant au moins une décennie. Dévier un gros débris sera peut-être un jour possible. Mais qu'en est-il des millions de débris de quelques millimètres qui pullulent autour de la planète? Impossibles à éliminer, ils sont pourtant redoutables. Tous les engins spatiaux emportent les stigmates. Ça, c'est un des panneaux solaires de Hubble. Il a été dans l'espace pendant 8 ans. Et comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de dégâts. Des impacts à grande vitesse occasionnés pendant la mission. Il y a un gros impact ici. Et si on regarde bien, il y a aussi des dégâts là et ici aussi. Sur le panneau, des centaines d'impacts créés par de minuscules particules. Quand on a des impacts comme ça, on perd de la puissance, car les cellules du panneau solaire sont abîmées. Et ça a une incidence énorme sur la mission. Des micro-débris, il y en a de plus en plus en orbite, générés par des collisions, mais aussi par un autre phénomène inquiétant. L'explosion spontanée de vieux engins abandonnés. Pierre O'Malley, un spécialiste des débris spatiaux, travaille sur cette physique propre au spatial. Ces satellites qui sont en orbite et donc qui sont inertes, s'ils sont tombés en panne en début de vie, ils ont les réservoirs pleins et puis les batteries qui sont pas passivées, c'est-à-dire qui ont encore de l'énergie à l'intérieur. Et cette énergie, elle a qu'une envie, c'est partir. Et donc on va avoir une fissure et donc une explosion qui va générer des débris. Les scientifiques considèrent qu'il y aurait en moyenne une explosion d'épave par mois. Autant un gros débris, on peut l'éviter, on peut peut-être même aller le chercher. Par contre, une fois qu'il est fragmenté en plein de petits morceaux, là, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible, avec les technologies actuelles, d'aller ramasser les petits morceaux générés. Donc ça crée un danger. Quand ces débris qui se déplacent à plus de 25 000 km/h percutent un objet ou entrent en collision, certaines lois de la physique s'appliquent. Des lois qui n'existent pas sur Terre. C'est ce qu'on appelle l'hypervélocité. Pour mieux comprendre ces impacts et comment s'en protéger, les ingénieurs ont un allié de taille. Une drôle de machine appelée canon à gaz. Ici, dans le Lot, se trouve le plus puissant pistolet de la planète, capable de lancer certains projectiles à plus de 10 km par seconde. Un record mondial. Voilà le type de projectile qu'on va envoyer sur cette aisselle. Donc c'est une petite bille métallique de 3 mm de diamètre. Ces petits débris sont les plus dangereux parce que c'est les débris qu'on ne voit pas depuis le sol. Comme on ne les voit pas, on ne peut pas les éviter. D'un côté du canon, un projectile de moins d'1 gramme. De l'autre, on place la cible. Une structure en aluminium dont sont faits beaucoup de satellites. Une fois le caisson mis sous vide, le tir est déclenché. Une caméra filme à 600 000 images par seconde, un ralenti qui permet d'analyser l'impact hypervéloce. Il est arrivé pile poil. Beau. Il est arrivé.
Là, on voit qu'on a fait un joli trou bien rond en face avant, qui n'est pas si impressionnant que ça. Par contre, quand on regarde derrière, voilà, on a des dégâts qui sont quand même assez conséquents. On a le nid d'abeille qui a partiellement fondu. Très intéressant. Et là, effectivement, on a complètement brûlé l'intérieur. Tout à fait, ouais. C'est l'énergie qui s'est transformée et qui a complètement vaporisé l'aluminium. On a des phénomènes physiques qui sont intenses. Les énergies mises en jeu sont colossales. Et donc là, on voit que l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse de l'impact, s'est transformée en chaleur, en onde de pression. Et tout ça a fait qu'on a complètement cassé le matériau quasiment par l'intérieur. À cette vitesse, le choc crée un nuage de nouveaux projectiles de chaque côté du point d'impact. Des micro-débris qui vont à leur tour attaquer les différentes structures de la paroi. Donc là, c'est un projectile de 7 mm à 6 km/s à peu près. On a eu un nuage qui a produit plein de petits débris et de métal en fusion. Et donc, le nuage, qui avait toujours une vitesse, a percé la couche extérieure pour venir finalement impacter la partie intérieure du satellite et avoir ici suffisamment d'énergie pour même transpercer une plaque de quelques millimètres d'épaisseur en aluminium. La seule façon de se protéger de tels projectiles est de multiplier les différentes couches et les espacer pour affaiblir les conséquences de l'impact. Dans l'espace, cette approche est utile pour les engins spatiaux, mais pour les astronautes lors de leur sortie, la menace est toujours là. Les scaphandres spatiaux sont conçus pour que un impact de débris causant un trou moins de 1 cm de diamètre donnera le temps à l'astronaute, avec l'oxygène de réserve qu'il a, pendant que la fuite perdure, de rentrer dans le sas et de sauver sa peau. On a de l'ordre de 15 minutes d'oxygène pour un trou inférieur à 1 cm. Si le trou est plus gros, eh bien on peut perdre de l'oxygène très très rapidement. Et là, on est mort. Mais parfois, il faut sortir pour assembler, pour réparer. Donc on sait que c'est un risque élevé. Un risque qui va s'accentuer avec le nombre de lancements. Officiellement, l'espace appartient à tout le monde. Ou plutôt, il n'appartient à personne. Chacun peut donc y envoyer ce qu'il veut et y circuler librement. Ces objets au-dessus de nos têtes créent un danger, mais ils représentent aussi une pollution lumineuse qui a un impact sur le travail d'observation des astronomes. Il suffit de lever les yeux et d'observer les étoiles pour s'en rendre compte. La ligne, là! Oh, punaise! Ce chapelet lumineux qui défile dans la nuit, c'est une des premières méga-constellations de Starlink. Fatoumata Kébé est astrophysicienne, spécialiste des débris spatiaux. Elle s'inquiète de voir l'espace de plus en plus encombré. Alors ça, c'est donc une image qui a été prise par un observatoire astronomique. Et on voit qu'avec un temps d'exposition d'à peine 300 secondes, on voit une dizaine de traînées laissées par les satellites. Et c'est à peine quelques secondes d'observation. En fond, vous avez donc les étoiles, d'autres objets célestes. Et plutôt en premier plan, vous avez donc ces traînées de satellites. C'est tout ce travail-là qu'on va devoir faire dans le futur, c'est-à-dire retirer ces traînées de satellites pour pouvoir exploiter l'image. À ce jeu de cache-cache, les scientifiques ne sont pas gagnants. 30% des données astronomiques seraient polluées par les traces de ces objets artificiels. Pourtant, le ciel étoilé est un bien commun de l'humanité. Au moins 97% de nos atomes ont une origine stellaire. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est vrai de manière poétique et la science en fait renforce cette phrase. Laisser le ciel étoilé disparaître, c'est en fait laisser une partie de notre être disparaître avec. La prolifération d'engins dans l'espace crée un autre problème sur Terre. Nous avons laissé près de 10 000 tonnes d'objets en orbite.
Invisibles la plupart du temps, ce n'est que lorsqu'ils retombent que les hommes réalisent que le ciel pourrait bien leur tomber sur la tête. À moins de 500 km d'altitude, tout objet redescend vers la Terre en moins de 25 ans. Dans l'atmosphère, la vitesse et le frottement de l'air provoquent la combustion des débris, mais pas toujours. Oh my gosh, that's so cool. Holy no way! This is like a group of asteroids. Holy crap! Ce que l'on imagine parfois être une météorite est en réalité le reste d'une fusée de 17 tonnes. Ces dernières années, plusieurs lanceurs chinois ont traversé l'atmosphère, obligeant certains pays à lancer des alertes ou fermer leur espace aérien par mesure de sécurité. Une des missions du CNES est de prédire la rentrée sur Terre de ces objets non contrôlés. L'équipe étudie leur trajectoire et informe les autorités en cas de danger pour la population. On en est où là de l'alerte sur la rentrée qui est prévue? L'Europe et la France ne sont plus concernés, à surveiller, mais on n'est pas dans la zone la plus probable. On sait qu'il ne pourra pas retomber en dehors de ces tracés. Par contre, il pourra retomber quelque part entre là et là, le long du tracé. Là, on suit un débris d'un lanceur chinois. Et donc là, il fait une rentrée naturelle en spirale, ce qu'on appelle une rentrée à risque, parce que quand même l'objet est assez volumineux et il peut avoir encore du carburant à bord qui peut le faire aussi exploser dans l'atmosphère et donc étendre la zone de débris au sol. En 2020, les restes d'une autre fusée chinoise avaient atterri à quelques mètres d'un village en Côte d'Ivoire. Des débris longs de plusieurs mètres, retrouvés presque intacts sur le sol. La fragmentation avait eu lieu au large de l'Afrique, ici. On a retrouvé des objets en Côte d'Ivoire, le long de la trace, un peu plus loin, à 1500 km. Alors, des objets qui retombent sur Terre, des objets spatiaux, il y en a plusieurs par semaine. Des objets importants qui sont des objets d'étage, heureusement, il n'y en a pas toutes les semaines. Néanmoins, on a à peu près 3 alertes par mois que l'on suit. On retrouve régulièrement sur Terre des objets tombés du ciel, des réservoirs en acier, des sphères en titane presque intactes ou des éléments de fusée. En 2022, c'est un morceau d'une capsule de SpaceX qui s'est planté dans un champ près d'une ferme en Australie. Les océans représentent 70% de la surface de notre planète et les zones peuplées à peine 3%. Le risque qu'un débris spatial fasse une victime est donc extrêmement faible. Mais pour combien de temps encore ? Le truc qui est terrible aujourd'hui, c'est de se dire, même si on arrêtait complètement le spatial, plus aucune activité spatiale, plus aucun lancement, plus de satellites, plus rien, mais le nombre de débris va continuer d'augmenter de façon exponentielle. Ça ne va pas s'arrêter spontanément. Donc il faut, primo, qu'on devienne propre, secondo, qu'on aille nettoyer. Depuis quelques années, ingénieurs et scientifiques cherchent à réparer nos erreurs et retirer du ciel ce que nous y avons laissé. Ils s'inspirent même de techniques ancestrales. Des filets sont testés dans l'espace pour capturer des débris. Des harpons pour agripper des épaves. Des voiles pour ralentir la course des satellites et les précipiter vers l'atmosphère. Un projet se distingue des autres. En Suisse, des ingénieurs ont été choisis par l'Agence spatiale européenne pour mener la première mission de nettoyage de l'espace. Leur cible,
La Vespa, un étage d'une fusée européenne, lancée en 2013. Une épave de 112 kilos, dont ce modèle est la copie conforme. Elle est jolie. Et ce trou, il existe vraiment, là? Oui. Wow. Sur les photos, il y a. Magnifique. Le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on attrape un objet qui flotte et qui tourne dans tous les sens. Ça n'a jamais été fait. C'est comme si vous essayiez de capturer une voiture qui a raté un virage dans les Alpes et qui se retrouve à tomber dans une grande falaise, et vous allez avoir quelques minutes ou peut-être quelques secondes pour la récupérer, cette voiture, alors qu'elle tourne. C'est compliqué. Les ingénieurs ont donc imaginé un robot chasseur qui capturera la proie grâce à 4 bras articulés. Pour visualiser l'approche, ils utilisent ce premier prototype qui ressemble à un jouet. Ces maquettes, elles pourraient paraître ludiques, mais en fait, elles nous aident beaucoup à conceptualiser aussi. Après, la question est de comprendre comment est-ce qu'on va faire la capture. Si le mouvement n'est pas trop grand, on va aller vers le mouvement et on va suivre le mouvement. On a l'objet qui tourne à l'intérieur et quand on a détecté ça, à ce moment-là, on ferme les bras. L'enjeu, c'est de s'assurer qu'on ne va pas créer des débris supplémentaires. Notre robot va devoir être intelligent et autonome. Ça va être la première fois qu'on va pouvoir tester dans l'environnement réel tous les algorithmes qu'on aura développés. Il faut d'abord apprendre au futur chasseur à reconnaître sa cible. Les ingénieurs reproduisent ici l'environnement spatial, la lumière du soleil et l'obscurité totale. Ces caméras sont ses yeux. Le robot va devoir suivre sa proie, malgré le contraste extrême. Voilà, là c'est encore assez flou. Tu vois que là, on voit que cette partie-là, mais là on perd. Hein, tu vois ça qui est illuminé, là tu perds toute l'information. Lui, il sort de nulle part, et puis là c'est tout noir, et l'algorithme va dire oh, qu'est-ce qui se passe. Il voit rien. Ouais. Nous, dans notre cerveau, ayant vu le Vespa, on sait que c'est un cône. Donc, naturellement, notre cerveau nous fait voir en 3 dimensions. Les algorithmes ne fonctionnent pas en 3 dimensions. Eux, ils fonctionnent en 2 dimensions. Donc, ils voient une image et puis ils voient la moitié d'un cône parce que l'autre moitié est à l'ombre. Et donc, on passe d'une image où on a clairement quelque chose qu'on peut reconstruire comme un cône à on perd toute l'information. C'est ce changement d'image que les algorithmes vont devoir intégrer et apprendre. À quelques kilomètres de là, une autre équipe, elle, travaille sur le système de capture du chasseur. Moi, je propose que tu fais un déploiement complet et puis qu'on essaie de tester la séquence. Oh, stop. Vas-y, lentement. Depuis 2 ans, ces ingénieurs peaufinent l'articulation de 2 des 4 bras robotiques. Vous pouvez imaginer qu'il y a la cible qui rentre là, tout doucement. Et puis à ce moment-là, Michael, tu peux fermer les bras? Continue d'avancer. Comme ça. Et voilà. Et là, il y aurait les bras qui vont dans l'autre sens aussi. Et puis la cible, elle ne pourrait plus partir. Une fois dans l'espace, le robot sera seul. Le mécanisme doit être infaillible. Les tests se font dans une salle aseptisée. Le nombre de particules dans l'air, la température, l'hygrométrie, tout est contrôlé. Tous les mécanismes qu'on utilise, c'est de la haute horlogerie. La moindre poussière va créer des frottements, empêcher le système de fonctionner comme il faut. Et on a besoin des 4 bras pour attraper la cible. Il ne faut surtout pas qu'il y en ait au moins un qui reste bloqué. L'équipe a encore plusieurs années pour finaliser le futur chasseur. Cette capture sera une première dans l'histoire spatiale. Un budget de 100 millions d'euros pour enlever un seul débris de l'espace. Car après avoir capturé sa proie,
Le robot ramènera la Vespa vers la Terre. Ils brûleront ensemble dans l'atmosphère. Enlever un débris, ça suffit pas. Par contre, il faut commencer par enlever le premier. Une mission comme ClearSpace One permet de démontrer que oui, c'est possible, permet de mettre un premier prix sur le premier développement, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a absolument tout. On a des technologies, on a du savoir, on a des systèmes qui sont plus intelligents que ce qu'on a eu durant toute l'histoire de l'humanité. S'il y a une génération qui est capable de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la nôtre. Si l'on veut continuer à envoyer des satellites et des hommes dans le ciel, il faut imaginer une exploitation plus durable de l'espace. Depuis 10 ans, Luisa Innocenti, cette scientifique italienne de l'ESA, travaille avec les principaux acteurs de l'aérospatiale pour faire évoluer le monde industriel sur le sujet. On a pollué l'espace. On pourrait commencer à nettoyer, mais quel est le point de nettoyer si le lendemain, j'abandonne un autre satellite? Nettoyer, ça coûte de l'argent. Donc la première chose importante pour arrêter de polluer, c'est éviter que les satellites deviennent des débris. Un code de bonne conduite international demande aux opérateurs en orbite basse de désorbiter leurs satellites avant qu'ils ne tombent en panne, dans un délai de 25 ans. Sur l'orbite géostationnaire, c'est vers une orbite cimetière 300 km plus haut que les satellites doivent s'exiler, vider leur carburant et leur batterie pour éviter d'exploser. À peine la moitié des opérateurs respectent ces préconisations. Pourquoi tuer un satellite qui marche? Donc, on l'utilise jusqu'à la dernière goutte et quand on essaie de forcer une attitude plus écologique, la réponse est « Ah, mais ça va gêner mon marché, ça va me coûter de l'argent, c'est très très difficile ». Certains grands noms du spatial essaient pourtant de renverser la vapeur en limitant la production de débris. Aux États-Unis, ce géant de l'aérospatial a ouvert la voie vers un espace plus propre en portant secours à des satellites en fin de vie. Dans cette salle de simulation, l'équipe peaufine jour après jour ce qui relève dans l'espace d'une prouesse technique, le rendez-vous entre deux engins spatiaux. Imaginez, on est à 36 000 km de la Terre et il faut qu'on fasse se rencontrer deux satellites qui, à cette altitude, filent à 11 000 km par heure et tout ça en apesanteur. Ici, on a fait plus de 1000 simulations d'arrimage pour être sûr que chaque fois qu'on va essayer de saisir un satellite client, ce sera un succès. À combien on est là ? 15 mm par seconde. Ok, on est à 15 mm par seconde. C'est un mouvement très lent et coordonné. En 2020, l'entreprise envoie un remorqueur pour accoster un satellite. Cet arrimage, jamais réalisé auparavant, a été filmé. Voilà les seules images qui existent d'un satellite en orbite géostationnaire. Cet engin de 17 ans à court de carburant est agrippé par le remorqueur qui prend le contrôle et manœuvre à sa place. Une mission financée par le propriétaire du satellite qui lui permet d'émettre 5 ans de plus. D'un point de vue écologique, on permet à des satellites de durer plus longtemps. On peut les utiliser plus longtemps. Ça repousse le moment où il va falloir lancer un nouveau satellite en orbite. Aujourd'hui, on construit des satellites, on les conçoit, on les lance, on les utilise pendant 15 ans jusqu'à ce qu'il n'ait plus de carburant. Puis, on les parque sur l'orbite cimetière ou on les fait retomber sur Terre. C'est un peu comme si on achetait une nouvelle voiture avec le réservoir plein. On la conduit sur l'autoroute jusqu'à ce qu'elle tombe en panne d'essence, alors on l'abandonne et on va acheter une autre voiture. Nous, on essaie de trouver des solutions pour contrecarrer ce scénario. Réparer plutôt que jeter. Dans l'espace comme sur Terre, les industriels sont arrivés à la même conclusion. Depuis quelques années, les acteurs du spatial concentrent tous leurs efforts vers une nouvelle économie.
Développer des dépanneuses de l'espace, capables de ravitailler et de réparer des satellites défectueux. Un paradoxe demeure. Envoyer dans le ciel des machines pour en sauver d'autres, c'est prendre le risque qu'elles tombent en panne et qu'elles créent de nouveaux débris. Il est donc urgent de concevoir les prochains satellites de manière plus responsable. Dans le sud de la France, Sabrina Ondiapan, jeune ingénieure, imagine les futures missions spatiales pour un grand fabricant de satellites. On essaie de se poser la question, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les satellites qui soient lancés soient en même temps utiles pour nous et en même temps utiles et durables dans l'espace. Le satellite lui-même, nous, on l'imagine justement pour pas qu'il devienne un débris en fin de vie. Et ça peut être le cas, par exemple, de ce satellite qu'on voit là-bas, qui a un conteneur spécifique de carburant, en fait, justement pour être sûr qu'à la fin de sa vie, il revienne bien correctement sur Terre, donc pour faire ce qu'on appelle la rentrée contrôlée, et en plus qu'il évite de tomber dans un endroit où on ne voudrait pas qu'il tombe. SVOT, c'est son nom, est un satellite du CNES et de la NASA qui permettra d'évaluer précisément les stocks en eau de la planète. Une fois sa mission accomplie, il se désorbitera, non pas en 25 ans, mais en quelques jours seulement. C'est le premier satellite qui embarque avec lui une quantité d'ergols suffisante pour faire une rentrée contrôlée sur 10 jours. Il faut savoir que 85% donc des 360 kilos qui sont à bord du satellite vont servir pour cette désorbitation finale. La fin de vie de ce satellite, en fait, a été imaginée dès sa conception. Et c'est quelque chose que nous, maintenant, on fait sur tous nos futurs satellites qu'on va lancer. Une obligation en France, l'unique pays à avoir voté une loi pour limiter la prolifération de débris spatiaux. Le reste du monde suivra-t-il? Alors que les hommes cherchent à sauver la planète, sont-ils conscients de ce qui se joue au-dessus de leur tête? Il est encore temps d'agir pour que l'espace, ce bien commun de l'humanité, reste accessible aux futures générations.